Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à la tribune d'expression des membres du gouvernement Malikoura Tassira II, la 4e République en marche, pour vous permettre d'en savoir plus sur les grandes réformes en cours d'exécution et celles en perspective pour chaque département. Et nous recevons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansaye. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Pour les questions, je suis avec Ousmane Mohamed Touré du journal Le Point. Bonsoir, confrère. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont il est question aujourd'hui a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur le ministre, êtes-vous sur la même lancée et avec quelle dynamique? Merci beaucoup. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes sur cette dynamique. Pour ce faire, nous nous focalisons essentiellement sur la question de la gouvernance, qui est nécessaire et très important. Nous mettons l'accent sur la question de l'employabilité des produits de l'enseignement supérieur et nous mettons l'accent sur la question de la promotion de la recherche et de l'innovation technologique, sans oublier l'apaisement du climat social à l'enseignement supérieur. En mettant la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, nous nous focalisons également sur la question d'amélioration des conditions de travail des enseignants et des chercheurs, mais aussi les conditions d'études des étudiants. Donc c'est tout cet ensemble-là qui est mis en mouvement et qui crée la dynamique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aujourd'hui. Alors, quelle est votre vision pour ce département hautement stratégique pour le Mali? Quelle est la touche de l'enseignant-chercheur que vous apportez à ce département? Ma vision à moi est d'avoir un enseignement supérieur et une recherche scientifique rénovée, ouvert sur le monde et au service du développement économique et social de notre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire cela, il faut entreprendre des travaux importants dans divers domaines, notamment améliorer la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, indispensable. Il faut travailler à faire en sorte que les offres de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique puissent permettre aux enfants d'être employés ou de s'auto-employer à leur sortie. Et faire en sorte aussi qu'il y ait une recherche scientifique et une innovation technologique dynamique au Mali pour permettre à ces secteurs aussi de se mettre au service du développement économique, social de notre pays. Enfin, on ne peut pas travailler quand l'espace universitaire et scolaire de l'enseignement supérieur n'est pas apaisé dans l'essence des relations qui sont donc apaisées et normalisées avec les étudiants, entre les étudiants eux-mêmes, mais aussi avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs. D'accord, nous allons ouvrir la fenêtre sur l'enseignement supérieur avant de parler de la recherche scientifique et je vais passer la parole à mon confrère Touré. Nous sommes dans un pays où dans tous les pays, l'enseignement supérieur est très complexe. Et je pense que notre pays, c'est encore plus criard parce qu'il y a un effectif pléthorique, une surabondance d'étudiants. Il s'est avéré même que pour la licence, il y a des étudiants qui font 6 ans. 6 ans. Alors même qu'au même moment que d'autres personnes ont eu la bourse pour aller, par exemple, en Algérie, pour les 3 ans de licence, ils reviennent trouver les mêmes gens qui ont fait le même bac depuis 2019. Comment est-ce que ça c'est possible dans notre pays? Vous avez dit qu'il y a une surpopulation d'étudiants dans notre pays. Je pense qu'il va falloir corriger ça parce que nous avons, pour l'année universitaire 2021-22,
147 000 et quelques étudiants. Quand on les met en rapport avec la population malienne qui est 22 millions, je pense bien que nous ne sommes pas en dehors de manière criarde, hein, voilà, sur un sur-effectif. Il y a des problèmes qui font que l'enseignement supérieur malien connaît des difficultés qui ne lui permettent pas, n'est-ce pas, de produire certains résultats attendus. Alors, je viens de vous le dire, en 2019-2020, nous avions un effectif de 88 000 et quelques étudiants, et en 2021-22, nous sommes passés à 147 000 étudiants. C'est une explosion et une augmentation importante, n'est-ce pas, du flux d'étudiants. En même temps, les infrastructures, le nombre d'enseignants n'a pas varié. Deuxième aspect, c'est qu'une seule université concentre 49% de ses étudiants. Cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans notre système dans l'ensemble. Quand je dis notre système, il s'agit de l'éducation nationale, parce que l'enseignement supérieur reçoit les produits qui nous viennent de l'éducation nationale après le baccalauréat. Donc ces enfants que nous recevons doivent être accueillis dans des infrastructures qui doivent être idoines, et ils doivent être encadrés aussi par un corps professoral donc nombreux et de qualité. Donc dans l'ensemble, quand on prend notre système, nous avons 3070 enseignants et chercheurs à la fois. C'est-à-dire que c'est un nombre négligeable, hein, compte tenu des besoins que le Mali a en termes d'enseignement, de formation et de recherche. Donc certains pensent même, en tout cas des études sont en cours, que nous avons un déficit de 2500 à 4000 enseignants-chercheurs. Donc c'est tout cela qui fait qu'on a l'impression qu'on a trop d'étudiants et que rien ne marche à cause, n'est-ce pas, de ces flux importants. Je vous prends l'exemple d'une seule faculté, je pense que c'est le lieu de le dire. Parmi les 49% que je viens de citer, qui est concentré dans une seule université, dans cette université, les 80% de ces 49% que j'ai cités, donc après 50 000 étudiants, se trouvent dans une seule faculté, qui est la faculté des sciences économiques et de gestion, où nous avons une capacité d'accueil qui ne dépasse pas les 6 000 étudiants, et où il y a à peu près maximum 120 enseignants qui sont capables d'encadrer donc tous ces étudiants-là. Donc ce qui fait que nous sommes dans une situation assez difficile pour pouvoir faire sortir, sinon les enseignants s'adonnent, travaillent même souvent les week-ends, n'est-ce pas, les samedis, les dimanches, il y a des évaluations pour que les enfants puissent aller beaucoup plus vite. Alors, Monsieur le ministre, 6 ans ou bien plus de 6 ans sans avoir la licence, à la recherche de la licence, ce qui fait que nos universités publiques se vident aujourd'hui au profit des universités privées. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer ces universités privées-là. Quelles mesures envisage l'État aujourd'hui face à ce problème? Je ne suis pas sûr que les universités publiques se vident de leurs effectifs. Comme je vous l'ai dit, nous avons un système d'inscription des étudiants qui est le PGI Cocktail, et les 147 000 et quelques étudiants dont je vous ai parlé sont les étudiants qui sont inscrits et considérés comme étant étudiants, parce qu'on est étudiant que quand on est effectivement inscrit. C'est-à-dire qu'on a déposé un dossier dans une faculté donnée. Sans vous couper, ce sont ces mêmes étudiants qui s'inscrivent aussi au niveau des privés dans l'optique d'avoir au moins un diplôme en restant dans le public. C'est pourquoi je dis que ces universités publiques se vident au profit des privés. Je pense que le problème qui se pose, c'est de faire en sorte que notre enseignement supérieur public soit mieux organisé, qu'il y ait un recrutement massif des enseignants-chercheurs et qu'il y ait beaucoup plus d'infrastructures. Comme vous le savez bien, ces derniers temps, nous sommes confrontés à des difficultés d'ordre budgétaire qui ne permettent pas d'aller très vite avec les infrastructures, mais il y a des efforts importants qui ont été faits de 2020 à nos jours. À Kabbalah, par exemple, nous avons un campus universitaire en collaboration avec nos partenaires qui est très important, que nous avons. Et dans les autres institutions aussi, il y a des constructions qui sont en cours ou dont les études architecturales, n'est-ce pas, sont en cours. Ça, c'est le cas, par exemple, de l'école normale supérieure, dont les locaux nouveaux, n'est-ce pas, vont être construits à Kabbalah. Les travaux ont déjà commencé, mais ils sont un peu en retard. Les locaux sont construits à l'université de Ségou, même si ce n'est pas suffisant, à l'IPR de Katibougou, à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako, à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Mais il y a des efforts dans ce domaine à faire parce que ce sont ces aspects-là qui nous permettront de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de moyens d'encadrement des enfants et qu'ils puissent sortir dans les temps. Donc je pense qu'en perspective, il serait très bien de développer les infrastructures, de recruter massivement les enseignants-chercheurs, mais aussi de développer l'enseignement à distance pour permettre à certains qui sont éloignés, qui ne sont pas dans les centres universitaires, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur et se former à temps et sortir de nos universités. Il y a un gangastérisme à l'épicentre de nos universités. Cette violence-là, mais ces derniers temps, je remarque que c'est un peu étouffé, mais quand est-ce qu'il faut complètement éradiquer cette violence dans nos campus? Sur ce plan, il y a donc deux aspects importants qu'il faut souligner. Le premier, c'est un peu la répression, et le deuxième, c'est la sensibilisation. En matière de répression, il y a non seulement ceux qui sont violents et qui sont visés par des poursuites pénales, mais aussi par les conseils de discipline des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Mieux, nous ne travaillons pas seuls sur cette question de violence, donc des commissions d'infraction très souvent. Nous travaillons aussi avec les ministères en charge de la sécurité et les ministères de la justice. Ce qui a d'ailleurs amené récemment, vous l'avez vu certainement, à des fouilles dans les campus et qui ont permis là de retrouver des armes. Tout le monde sait bien qu'on ne vient pas à l'université armé. La seule arme qui est tolérée à l'université, c'est les stylos. Donc on a là trouvé des armes, les intéressés ont été mis à la disposition de la justice et les conseils de discipline aussi sont en train de faire leur travail pour que ceux qui ne viennent pas étudier et qui viennent exercer tout simplement la violence dans l'espace universitaire et scolaire soient séparés de ceux qui viennent étudier et se former. Il y a aussi la sensibilisation, donc non seulement les étudiants eux-mêmes sont impliqués dans cette sensibilisation, ils tiennent donc souvent des forats, des conférences pour sensibiliser leurs camarades, mais aussi au niveau des enseignants aussi, il y a une implication. Souvent, ils tiennent des conférences avec les étudiants. Les responsables administratifs aussi sont impliqués pour que cette violence soit endiguée et que notre espace scolaire et universitaire retrouve sa quiétude pour que chacun y vienne pour exercer le travail pour lequel il est dans cet espace-là. D'accord. Monsieur le ministre, la qualité de l'enseignement est de taille pour pouvoir être sur le marché de l'emploi et l'acquérir. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau pour qu'elle soit à hauteur de souhait? Ce que je voudrais dire, l'université devrait être un espace ouvert, en tout cas dans le cadre du système que nous sommes en train d'appliquer, qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat, pour très souvent co-construire des parcours de formation avec les mondes sociaux, économiques et avec les entreprises. Donc le fait que les universités maliennes ont beaucoup de difficultés dans certains aspects à former des gens qui sont susceptibles d'être employés tout de suite nous préoccupe beaucoup. C'est pour ça que nous avons entrepris des démarches avec les mondes sociaux économiques, notamment avec les CNPM, avec lesquels beaucoup de nos universités ont signé des conventions et qui est très impliqué aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans la construction de parcours et d'offres de formation qui permettent aux enfants, une fois qu'ils sortent de nos universités, qu'ils puissent être employés. Il faut faire la promotion de la science dès les petites classes, depuis les fondamentales, et aider nos enfants à s'orienter de plus en plus vers les sciences, ce qui nous permettra certainement d'inverser cette tendance et de faire en sorte que ceux qui viennent se former à l'université dans des filières donc, qui professionnalisent dans le domaine des sciences puissent être employés par d'autres ou qu'ils puissent créer, n'est-ce pas, de l'emploi eux-mêmes. Cela soulève la question d'adéquation, filière de formation et offre d'emploi. On est confronté à ce problème aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisagez à ce niveau pour que les offres d'emploi soient adaptées à nos filières de formation, puisqu'on a l'impression que tout le monde est orienté vers la même filière de formation? De plus en plus, les universités, les instituts et les grandes écoles du Mali sont en train de s'ouvrir, de construire des filières qui professionnalisent et de faire en sorte que les entreprises qui emploient soient impliquées
dans la détermination, ne serait-ce que par les récits des problèmes qu'ils rencontrent, et que ces récits soient transformés, n'est-ce pas, en des modules, et qu'ils soient enseignés dans les universités. Je pense qu'en faisant cela et en développant cette approche-là, ça va permettre aussi d'encourager en tout cas les jeunes à la création d'entreprises et d'avoir déjà des compétences avérées à leur sortie de l'université. Donc ce travail s'est fait pas seulement par l'université, mais ça s'est fait aussi en relation avec les mondes socio-professionnels que j'évoquais tout à l'heure. Donc la démarche est déjà enclenchée. Il faut aussi noter qu'il faut multiplier, à mon sens, les instituts qui professionnalisent, c'est-à-dire les instituts de formation technique et scientifique, professionnels. Voilà, pour que de plus en plus d'étudiants s'orientent vers les DUT, c'est-à-dire les diplômes universitaires de technologie, que vers la licence générale ou vraiment vers des formations qui sont d'ordre général. Donc nous sommes en train de travailler. Nous avons donc tenu un atelier sur le sujet de l'employabilité. On est en train de préparer une communication qu'on va présenter en Conseil des ministres pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir développer cet aspect-là. Et dans le cadre des nouvelles universités qui vont être opérationnalisées, nous sommes focalisés essentiellement sur cette question d'employabilité des produits. Vous avez parlé du système LMD, licence, master, doctorat. Est-ce qu'au niveau de toutes les facultés, on a cette facilité de faire le doctorat ou bien ce sont des écoles spécifiques qui sont là pour ça? La formation doctorale a ses spécificités. Donc nous avions une seule école doctorale au Mali, qui était d'abord l'ISFRA, ensuite qui a été transformée en institut de pédagogie universitaire. Et avec l'avènement du LMD, il y a eu la création d'écoles doctorales des universités. Donc il y a une école doctorale pour les sciences et une école doctorale des sciences sociales, lettres, arts et lettres. Donc c'est au sein de ces écoles doctorales que la formation doctorale est effectuée, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a cette possibilité, en tout cas pour ceux qui remplissent les conditions, de postuler quand l'appel à candidature est fait. D'ailleurs, pour l'école doctorale des sciences, je pense, l'appel à candidature est en cours, parce que ça avait été fait il n'y a pas longtemps. Et pour l'école doctorale consacrée aux sciences sociales, la première promotion a été recrutée et il y aura d'autres appels à candidature pour permettre à ceux qui veulent se former sur place ici, au niveau du doctorat, puissent s'y inscrire et puissent être donc formés très généralement par les Maliens. Parlons des questions de bourse à l'étranger, des bourses qu'on octroie pour aller étudier. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Comment c'est géré? En général, pour les bacheliers, il faut avoir la mention pour pouvoir déposer des dossiers quand l'appel à candidature est lancé pour pouvoir postuler. Récemment, en tout cas, l'appel à candidature qui est en cours, il s'agit des 290 bourses qui nous ont été offertes par la Fédération de Russie. Donc, l'un des critères majeurs, c'est quand même avoir la mention, au moins assez bien, n'est-ce pas, pour pouvoir y postuler. Donc, dès que les enfants postulent, donc, il y a une commission qui a été mise en place. La commission examine les dossiers et donc par ordre de mérite et selon les spécialités en question, les gens sont choisis et donc nous proposons cela à nos partenaires, ceux qui nous proposent les bourses. Voilà. Donc ils les valident et ensuite nous nous mettons en route par une décision que les ministères signent, donc les intéressés qui y vont pour faire leurs études. Donc les conditions sont de leur départ et de leur gestion sont donc gérées par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Est-ce qu'il n'est pas bon, comme on le faisait au temps où les 3 premiers, par exemple, automatiquement pouvaient avoir des bourses? Ceux qui étaient sélectionnés après les premiers trimestres de la terminale au lycée, parce qu'on était sûr qu'il allait passer au bac avec mention. Donc, ce qui veut dire que même dans ce système dont il est question, quand quelqu'un est premier ou est parmi les 3 premiers, il a toute la chance, n'est-ce pas, d'être retenu dans la sélection, parce que non seulement il a un bon parcours au lycée, mais aussi il passe au bac avec une mention. Donc, très généralement, tous ceux qui ont la mention, n'est-ce pas, ont la possibilité de postuler et la plupart, en tout cas d'entre eux, y vont. Donc, cette année, nous avons
à peu près 800 et quelques personnes voilà, qui ont fait l'objet de sélection pour aller étudier à l'étranger. Il s'agit d'un système qui est très transparent. Et en termes de sous, les bourses d'études ici, comment les fonds sont gérés? C'est une aide que l'État donne sous forme d'allocation, n'est-ce pas, aux enfants, pour ceux qui sont dans certaines conditions difficiles, pour leur permettre d'étudier sans difficulté. Donc l'État fait des efforts, il faut le dire, colossaux dans ce cadre-là, parce que pour 2023, par exemple, nous avons plus de 13 milliards qui sont dédiés à cette aide et à cette allocation qu'on appelle bourse. Et les 3 dernières années, c'est plus de 50 milliards que l'État a mis dans ces aides qui sont destinées aux étudiants maliens. Vous savez bien qu'il y a des critères pour être boursier et ceux qui déposent leurs dossiers sont sélectionnés en fonction de ces critères-là. Avant de parler de la recherche scientifique, je voudrais que vous reveniez sur les grandes réformes pour l'enseignement supérieur. Alors, les grandes réformes qui sont en cours, c'est la création des universités dans les régions. Vous avez vu, il y a l'université de Sikasso, de Tombouctou et de Gao qui ont été créées, dont les responsables chargés de l'opérationnalisation sont nommés. Et il y a des missions universitaires pour Kay et Bandiagara aussi qui ont été créées, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que les textes de ces universités aussi soient adoptés. Donc ça, c'est une vision politique à long terme pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de Maliens qui puissent accéder à l'enseignement supérieur sans se déplacer trop loin de leur lieu d'habitation. La deuxième chose, c'est un peu la gouvernance au sein des institutions d'enseignement supérieur doit être adaptée et nous avons la volonté de faire relire certains des textes qui sont majeurs de ces institutions-là pour les adapter, n'est-ce pas, au contexte actuel et pour faire en sorte qu'il y ait de la qualité. Je voudrais aussi noter avec satisfaction quand même la création, puisqu'une annonce politique a été faite par le président de la transition, de créer un pôle scientifique et technologique au Mali. Et pour que ce pôle puisse pour voir le jour, donc il y a un centre d'intelligence artificielle du Mali qui a été créé, donc qui va être à Kati et dont la construction commencera en début 2024. Donc tous les textes ont été adoptés, une directrice a été nommée donc pour l'opérationnalisation, en train de travailler d'arrache-pied pour ça. Donc il y a aussi d'autres réformes dans le sens vraiment d'améliorer, comme je viens de dire, l'employabilité, voilà, de faire en sorte que les universités, toutes les universités puissent être ouvertes suffisamment au monde de l'entreprise, au monde socio-économique pour parfaire, n'est-ce pas, donc leur offre de formation et faire en sorte que les enfants qui sont formés puissent être employés très rapidement. Voilà. D'accord. On va aborder maintenant la recherche scientifique. La recherche se fait au Mali dans plusieurs secteurs, dans le secteur agricole, dans le secteur sanitaire. La dernière prouesse, c'est la trouvaille d'un vaccin contre le paludisme. On attend que l'aval de l'OMS pour valider ce vaccin. Qu'en est-il exactement? Nous sommes à quel niveau? Les Maliens dans ces domaines-là sont très avancés. D'ailleurs, c'est l'un des domaines où le Mali est beaucoup plus en avance que les autres pays de la sous-région qui nous entourent. Donc dès que ce travail de vérification est fait, alors le vaccin va être mis sur les marchés pour la commercialisation et ça permettra de réduire les taux de mortalité des gens qui sont atteints par la malaria, le paludisme. Tout le monde se rappelle du professeur Ogobara Dumbo. J'espère qu'il y aura d'autres qui vont surgir dans notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas la même lignée qui amène ce vaccin? Le professeur Ogobara Dumbo n'était pas seul. En fait, il a formé un groupe de scientifiques de très haut niveau qui ont maintenu les mêmes niveaux, n'est-ce pas, de performance de la recherche malienne dans les domaines, n'est-ce pas, de malaria center et qui sont en train de faire des prouesses qui enlèvent des prix au niveau international sur cette question-là. Donc il y a de l'espoir parce que la jeunesse a été formée et qu'il y a eu une relève. Dans le domaine de la recherche scientifique, on a besoin de beaucoup d'infrastructures adaptées. Est-ce qu'il y a des perspectives réelles? Alors, nous sommes en train de travailler actuellement dans le cadre d'un décret pris en 2021 sur les laboratoires pour répertorier tous les laboratoires de recherche du Mali. Et donc, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour devoir de publier chaque année
les laboratoires qui sont agréés au Mali pour faire de la recherche. Donc je pense que ce premier pas va permettre vraiment aux structures de recherche de se faire connaître et à partir de là aussi d'envisager une programmation qui nous permette de mieux financer, n'est-ce pas, ces structures qui sont viables et qui peuvent continuer à faire de la recherche. Monsieur le ministre, la recherche scientifique est confrontée à un problème de financement. Une soixantaine de structures affiliées à différents départements, mais jusque-là, il y a peu d'enthousiasme pour la recherche. Est-ce que le Malien a le temps pour la recherche, à votre avis? Il faut noter quand même que la recherche est une activité un peu discrète, à la différence de l'enseignement où on voit des gens en amphi, on voit des étudiants, etc. La recherche se fait très généralement en laboratoire, ce qui fait qu'ils ne sont pas très visibles. Mais il y a des résultats qui sont des résultats quand même visibles. Effectivement, des difficultés de financement. L'État a fait des efforts, il faut le dire. Depuis 2011, il y a un fonds qui a été créé qu'on appelle les fonds compétitifs pour la recherche et l'innovation technologique, les FCRIT, dont la première édition, les premiers lauréats ont été sélectionnés en 2017. Donc il s'agit là pour l'État de consacrer au moins 0,2% de son PIB, n'est-ce pas, au financement de la recherche. Bon, ces dernières années, comme vous le savez, avec tous les problèmes que nous connaissons, il n'y a pas une régularité en fait dans le financement et dans la sélection des projets, n'est-ce pas, pour être exécutés au sein des institutions de recherche et d'enseignement supérieur. Au passage, je voulais noter quand même qu'il n'y a pas une séparation nette entre chercheurs d'une part qui ne côtoient pas l'enseignement supérieur, parce que la recherche est faite aussi dans les institutions d'enseignement, dans les universités et dans les grandes écoles, ainsi que dans les instituts. Ces chercheurs ne sont pas tellement vus. Voilà, ils ne sont pas tellement vus et on a besoin de faire cette vulgarisation. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avions organisé du 6 novembre au 10, n'est-ce pas, une journée dédiée à la recherche et à l'innovation technologique qui a permis vraiment de vulgariser les résultats de la recherche et de permettre aux chercheurs de nouer des contacts avec ceux qui sont les utilisateurs de la recherche, mais en même temps aussi de se montrer un modèle, n'est-ce pas, aux étudiants et aux élèves qui aimeraient bien s'orienter dans le domaine des sciences. Donc il y a un grand travail qui est à faire. Et tout dernièrement, nous avons noué des contacts importants avec les CNPM, voilà, pour voir comment est-ce que les privés pourraient aussi s'investir dans le financement de la recherche. Et nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un cadre formel, n'est-ce pas, donc d'interaction entre la recherche scientifique et l'entreprise, le monde de l'entreprise. Parce que quand les entreprises ont des problèmes, pour dépasser son concurrent, on a besoin d'innover. Et l'innovation, très souvent, ça se fait en collaboration avec des laboratoires. Donc il faut qu'il y ait cette conscience qui soit développée dans les entreprises aussi et qu'elles travaillent en collaboration avec les chercheurs pour pouvoir véritablement renforcer notre économie et de faire en sorte que donc, notre recherche scientifique et nos entreprises puissent se développer de manière concomitante et parallèle. Vous avez parlé de beaucoup de projets et programmes. On va finir par les perspectives. En termes de perspectives, qu'est-ce qui va changer au niveau du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Alors, parmi les perspectives, il faut le dire, d'ailleurs à court terme, ça c'est les états généraux de l'éducation. Nous sommes en train de travailler pour organiser les états généraux. Je pense que les derniers datent de 1989. Il y a eu des assises, des forats, mais les états généraux, on n'en fait pas très souvent. Donc nous allons faire ces états généraux. Ça va nous permettre de faire les diagnostics de l'enseignement supérieur de manière approfondie avec tous les acteurs et de la recherche scientifique et faire des propositions qui permettront de faire en sorte que notre enseignement supérieur soit profondément rénové. Le deuxième aspect, c'est un peu les universités dans les régions. Donc celles qui sont déjà créées vont être opérationnalisées. Nous sommes en train de travailler dans un premier temps pour opérationnaliser l'université de Sikasso. Donc aujourd'hui même se tient un atelier dans ce sens à Sikasso. Donc qui nous permettra de commencer par un institut et petit à petit de faire en sorte que cette université soit opérationnalisée. Donc il va en être ainsi pour l'université de Gao, l'université de Tombouctou, et nous sommes en train de travailler aussi pour finaliser les textes des universités donc de Bandiagara et de Caille. Donc nous allons aussi relire certains des textes, ça c'est très important, pour améliorer la gouvernance de nos institutions d'enseignement supérieur.
Donc toutes ces propositions sont en train d'être faites dans le cadre des États généraux, mais nous allons accélérer cette cadence-là pour améliorer la gouvernance, c'est très important, et faire en sorte que voilà, donc les offres de formation que nous donnons à nos enfants puissent être utiles et que ça permette aux gens, n'est-ce pas, d'être employés. L'autre perspective, c'est l'opérationnalisation du CIAR. Donc, ils ont déjà fait un premier voyage au Japon pour aller voir comment ça fonctionne, ce genre de centres d'intelligence artificielle et de robotique. Il y a d'autres voyages qui sont prévus dans des pays qui sont très avancés dans ces domaines. Parce que ce sont aujourd'hui ce qui constitue la grande différence que les pays font entre eux, c'est vraiment l'innovation et les technologies. Donc, les pays que nous envions pour dire qu'ils ont fait un miracle, en fait, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu un travail acharné qui a donné des résultats, non seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche scientifique. Ça doit être les piliers centraux du développement d'un pays. Il faut mettre vraiment suffisamment d'accent sur cet aspect, parce que quand le capital humain n'est pas bien formé, rien ne marche. Or, le capital humain, ça se forme à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique. La qualité des ressources humaines. Oui. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Merci, Ousmane Mohamed Touré, pour l'accompagnement. Merci. Nous sommes donc au terme de cet entretien. En attendant d'autres forats pour parler de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous étions avec le numéro 1 de ce département, professeur Bourema Kansai. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite du programme. Bonsoir.